Serge Carrera est une personne dont on ne m'a cessé de vanter les qualités. C'est ce genre d'histoire dont j'avais vraiment envie d'avoir dans mon podcast, car il est passé par énormément de fonctions importantes et fédératrices dans la mode. Acheteur, CEO, merchandising et intervenant à Sciences Po, il est aujourd'hui à la tête des initiatives marques émergentes au sein de la Fédération de la haute couture et de la mode, la plus grande institution publique de l'industrie. C'est un honneur pour moi de l'avoir dans cet épisode. Nous parlerons de son parcours et comment il a été approché par la fédération pour venir mener à bien la pérennisation de la nouvelle création, de ses différents postes et comment cela lui sert aujourd'hui à accompagner ces nouvelles marques. Et enfin, comment la fédération de la haute couture et de la mode, au vu de ces différents événements, continue de faire de Paris la capitale de la mode par excellence. J'espère que cet épisode vous plaira et que vous en apprendrez énormément de choses. Bonjour Serge, comment vous allez? Bien, merci. Bonjour Jean-Jacques. Merci de votre invitation. Merci à vous, en tout cas, merci. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, aux personnes qui nous écoutent? Dites ce que vous faites, votre parcours, comment vous êtes rentré dans la mode et ce que vous faites aujourd'hui. Alors, je suis Serge Carrera. Je m'occupe aujourd'hui de l'initiative Marque Émergente au sein de la Fédération de la haute couture et de la mode. Euh, j'ai commencé la mode il y a environ une vingtaine d'années maintenant, euh, un peu par hasard, mais avec beaucoup de plaisir. J'ai fait des études de droit, j'ai après fait Sciences Po, donc rien ne me prédestinait réellement à la mode, mais j'ai eu l'opportunité de faire un premier stage aux Galeries Lafayette, puis lorsque j'ai été diplômé, de partir à New York faire un stage chez Barneys, et c'est là où effectivement, entre guillemets, la voie a été tracée pour rejoindre cette industrie à la fois exigeante et passionnante. Hum, D'accord. Et c'est comme ça, après Barnet, que vous êtes rentré totalement aux Galeries Lafayette, vous avez été acheteur? Oui, Vous, euh, absolument. d'accord, vous avez été acheteur, ensuite vous êtes passé par Prada au retail, après vous avez dirigé Marie Claire en dessous et aujourd'hui vous travaillez à la Fédération de la mode et de la haute couture. Tout à fait. C'est ça. Et du coup, moi, j'ai une question vraiment toute simple, hein. Comment s'est passée cette dernière Fashion Week pour la fédération? Au vu de tous ces Euh, événements, de toute cette digitalisation, de toutes ces marques, les grandes maisons qui ont décidé de sortir du calendrier, comment ça a été pour vous et comment cela s'est passé en tout cas pour la fédération? c'est à la fois une période d'évolution, mais fondamentalement, je crois plus aux évolutions qu'aux révolutions en tant que telles. Mm. Le premier point, c'est les Fashion Week, elles étaient déjà digitales par excellence. Le fait que il y ait les réseaux sociaux, le fait qu'il y ait des films, le fait qu'il y ait des live streams, euh, faisait que de toute façon, elles étaient digitales. Euh, la, la, L'évolution, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, il existe effectivement cette plateforme, aussi bien pour la semaine de la haute couture que pour les Fashion Week parisiennes, qui permet de réunir réellement l'ensemble des maisons des calendriers. Donc ça, c'est le premier point. Euh, et ce qu'on a observé, c'est cette combinaison au mois de septembre entre des événements physiques et ces présentations digitales qui ont plutôt extrêmement bien marché d'une certaine façon, avec vraiment une complémentarité des deux dispositifs. Et c'est un point qui, entre guillemets, a été rassurant, c'est de voir effectivement cette grande complémentarité qu'il pouvait y avoir entre les événements physiques Mhm. avec différents formats, que ce soit le format d'un défilé, on va dire, traditionnel ou de présentation ou de performance, etc., avec des prises de parole créatives et vidéo sur la plateforme digitale. Donc pour vous, ça n'a pas vraiment eu d'impact. C'était vraiment une complémentarité en fait entre les deux formats pour permettre en fait une meilleure visibilité des marques, de toutes les présentations de Absolument. l'industrie. Et d'ailleurs, ce qu'on a pu observer, ou en tout cas c'est le retour qu'on a notamment des plus jeunes marques,
c'est le coup de projecteur que ça leur a permis d'avoir. C'est-à-dire que dans le calendrier traditionnel, elles sont effectivement plutôt noyées entre les marques. Et là, elles avaient vraiment leur moment encore plus singularisé avec cette visibilité qui est quasiment spontanée de par la plateforme. Ça s'est vraiment vu parce que tout le monde était vraiment sur Internet à regarder. Et puis, en fonction aussi des différents emplois du temps, certains se mettaient sur certaines marques. Il y a vraiment eu vraiment une complémentarité vraiment digitale où la fédération a vraiment aidé les jeunes créateurs à avoir une visibilité, une place, en tout cas digitalement parlant, sur Internet. Vous qui êtes vous qui travaillez en fait dans la mode depuis plus de 20 ans, comment voyez-vous la mode aujourd'hui? Depuis 20 ans, pas plus de 20 ans. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Et vous êtes professeur à Sciences Po depuis maintenant 16 ans, je crois. Comment voyez-vous la mode aujourd'hui par rapport à vos débuts? Qu'est-ce qui a changé positivement ou négativement, en tout cas? Euh, Oula, j'aurais presque envie de prendre la phrase de Lampedusa dans Le Guépard pour dire que tout change, rien ne change. Donc oui, la mode est plus globale que jamais, elle est plus internationale, elle est aussi beaucoup plus responsable, elle est beaucoup plus engagée qu'il y a 20 ans. Et, et effectivement, c'est une industrie qui a connu une évolution à la fois extrêmement rapide, notamment portée par les marques globales, mais aussi euh, avec l'émergence génération après génération de voix qui apportaient progressivement des nouvelles visions, des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles façons de faire les choses. Donc voilà, en tant que telle, cette mode, elle est, ce qui est constant, c'est le fait que ça continue à être une industrie qui est tourné vers l'avenir, qui regarde vers l'avenir et qui essaye de traduire avec des vêtements une société qui évolue et qui évolue très vite avec effectivement cette dynamique et cette rapidité qui est quand même l'une des caractéristiques, même si on est aujourd'hui au premier jour du deuxième confinement, avec une rapidité qui continue à être vraie, même en cas de confinement. Ça, c'est clair. Vraiment, c'est clair. Bon, du coup, vous avez vraiment traduit où j'allais en venir, puisque vous avez dit que la mode change, mais elle va plutôt vraiment vers l'avenir. Elle regarde vers l'avenir parce que c'est le monde qui change et elle le traduit par un vêtement. L'industrie traduit en tout cas tous ces changements et cette évolution par un vêtement. Et j'en reviens à votre poste de responsable initiative marque émergente, puisqu'il y a une émergence aujourd'hui de nouveaux créateurs qui viennent un peu bousculer, qui viennent un peu apporter leur création. Il y en a eu dans les années 90, il y en a eu dans les années 2000. Aujourd'hui, on avance vers une nouvelle décennie, donc il y a encore aussi des créations. Pensez-vous que ce poste est tombé à point nommé au vu de ces derniers temps? Ou est-ce que vous pouvez me parler en tout cas de l'initiative, en tout cas de ce poste et, euh, et tout ce que vous avez pu faire en tout cas pour accompagner toutes ces nouvelles marques émergentes? En tout cas, on avait, en tout cas personnellement, je n'avais pas anticipé la situation dans laquelle on est aujourd'hui lorsque j'ai pris je ne suis pas devin. Donc voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a, il y a toujours eu, ou en tout cas depuis plusieurs décennies, la Fédération de la haute couture et de la mode était engagée auprès des jeunes créateurs à travers différentes actions. Euh, et c'est vrai que était venu le moment où euh, la fédération souhaitait à la fois coordonner, structurer toutes ces actions et pour pouvoir à la fois les renforcer, renforcer l'ensemble de ces dispositifs qui existent, en créer des nouveaux et réellement construire une sorte de parcours pour accompagner ces marques émergentes de leur tout début jusqu'au moment où elles se sont développées et elles peuvent sortir
de ces dispositifs en ayant la possibilité d'être complètement indépendante. Donc ça, c'est un peu on va dire la raison d'être de la création de cette fonction et de ce poste, avec un ensemble de dispositifs, comme je vous le disais, qui existaient. Ça peut aller d'aide au défilé et aux présentations qui sont financées par le défi. Ça peut être des ateliers juridiques, ça peut être des ateliers plus, on va dire, financiers sur comment faire un business plan ou ce genre de choses. Donc des choses assez pratiques. Après, on a cette collaboration avec l'IFM sur l'IFM Label, où 3 marques tous les ans bénéficient de l'accompagnement de l'IFM Label. Donc, on a un certain nombre de dispositifs qui soient financiers ou matériels pour accompagner les maisons. On les accompagne bien évidemment quand il y a des concours. Il y a notamment un appel à candidature du ministère de la Culture pour la création digitale qui permet aux maisons à la fois d'investir techniquement sur leur site internet, mais aussi sur la création de contenus créatifs qui peuvent être diffusés sur leurs réseaux sociaux et sur leur propre site. Bien évidemment, avec cette crise que nous traversons tous, est venu se rajouter un certain nombre de dispositifs. Alors, la première a été de travailler sur les showrooms en ligne, lorsque paru évident que la plupart des showrooms du mois de juillet et du mois de septembre ne pouvaient pas avoir lieu physiquement pour des raisons de déplacement, etc., de restriction de déplacement plutôt. Donc, on a fait un partenariat notamment avec le New Black, qui est une plateforme française qui a été l'un des leaders, qui est un des leaders du secteur en termes de plateforme B2B. On a ajouté à cela un partenariat avec Grand Shooting qui permet de faire toutes les prises de vue de tous les contenus des produits pour qu'ils puissent être sur ces plateformes de showroom en B2B. Par ailleurs, on avait commencé, mais on a continué notre action autour de Sphère, qui est le showroom de la fédération, qui permet de présenter entre 8 et 15 marques par saison au Palais de Tokyo dans le cadre d'un showroom. Et donc, il a fallu bien évidemment s'adapter. Et cette année, on a eu une édition purement digitale au mois de juillet et une édition à la fois physique et digitale au Palais de Tokyo au mois de septembre. Et donc, il nous a permis de présenter effectivement 9 marques où on leur donne cette plateforme pour qu'ils puissent vendre leur collection et promouvoir leur collection auprès des professionnels et surtout des acheteurs existants. Et ensuite, on développe d'autres partenariats. On a un partenariat plus sur la partie développement de produits et ERP avec Zedonk. On a d'autres partenariats avec, par exemple, La Redoute qui, dans le cadre de Sphère, fait une collection capsule avec Mossy. Et donc, tout cela est dans le cadre de nos accords avec ces partenaires. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir à travers tous ces différents dispositifs à quel moment ils sont aussi pertinents et comment on peut accompagner effectivement les maisons à pouvoir en bénéficier. Wow. Énormément de processus, enfin, énormément en tout cas d'aide pour les jeunes créateurs du point de vue financier, physique, matériel, juridique. Pour ceux qui ne le savent pas, le New Black a été créé par Vidya Naring. Mossy Traoré est le gagnant de l'Andam le prix Berger. Absolument. Qui est présenté d'ailleurs à Sphère et qui est soutenu par la Fédération de la haute couture et de la mode. Je sais que… Ça a fait son entrée au calendrier au mois de septembre, effectivement. Après, on a aussi, par exemple, des ateliers digitaux où vous avez 10 marques qui, tous les ans, ont 1 an de coaching
soit sur du digital communication, soit sur du e-commerce, avec Faber Novel, qui est aussi un des grands acteurs du conseil et de la communication digitale. Donc voilà, ça fait partie de ces dispositifs qui peuvent exister et qui, une fois encore, l'idée c'est d'avoir un cadre général, mais aussi d'essayer de s'adapter au parcours de chacune des marques et de voir vraiment à quel moment il est clé d'avoir ce genre de soutien. Typiquement, vous avez des marques qui peuvent décider de lancer leur site de e-commerce et donc c'est effectivement le moment éventuellement de bénéficier de ça lorsque le site commence à se développer. En tout cas, très, très intéressant. Vous, en tout cas, je sais que pour intégrer en tout cas la Fédération de la haute couture et être soutenu par vous et tous ces acteurs comme Faber Novel, La Redoute et tout ça, il faut faire une demande. Et comment vous choisissez? Est-ce que vous choisissez les marques qui intègrent la fédération ou est-ce que tout le monde fait une demande et tout le monde est accepté? Comment ça se passe, ce processus? Alors, vous savez, on a il y a un principe qui est extrêmement simple. Parce que au cas où des personnes qui écoutent ce podcast ont envie de créer une marque et ont envie d'être soutenues par vous, puisque vous êtes responsable des marques émergentes, et donc comment est-ce qu'elles doivent faire, ces marques-là en tout cas, pour être sélectionnées par la fédération et être accompagnées? Comment ça se passe? Alors, le premier principe, c'est celui de nos calendriers. Mm. Donc, en fait, les marques qui sont aidées sont effectivement les marques qui sont dans nos calendriers. Et ça, voilà, c'est le principe de base, sachant que pour intégrer le calendrier, il faut être candidat et vous avez des comités, un comité pour la chambre syndicale de la mode masculine et un comité pour la chambre syndicale de la mode féminine, qui est un comité indépendant, un comité dans lequel la fédération, les gens de la fédération ne votent pas, donc voilà, qui accepte l'entrée dans le calendrier d'une nouvelle marque. Donc ça, c'est le processus. Chaque saison, vous avez des comités qui, pour l'homme et pour la femme, se réunissent et décident effectivement de quelles marques vont intégrer les calendriers aussi bien des défilés que les calendriers des présentations, même si ces dernières années, on a plutôt essayé aussi de pousser les présentations, et qui est un format qui, notamment pour les jeunes créateurs, est parfois bien plus adapté. On sait qu'on est dans une industrie où le défilé a une signification très très forte, mais pour être très franc, il n'y a rien de pire qu'un défilé qui est fait avec très peu d'argent et quand ça se voit, parce que ça peut complètement diluer même le message du créateur, alors qu'une présentation dans un espace peut-être plus petit, mais peut avoir une pertinence bien plus importante par rapport au message du créateur. Donc ces comités décident de ça, et bien évidemment, quand une marque rentre dans le calendrier, et si elle rentre dans le critère qui est d'avoir moins de 10 ans, de faire moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle peut rentrer dans nos dispositifs d'accompagnement et de soutien. Bien évidemment, si c'est une grande marque internationale qui rejoint le calendrier, elle a beau rejoindre le calendrier, elle ne fait pas partie du programme des marques émergentes. Ça n'a pas de l'aide et de l'accompagnement de la fédération, ça c'est clair. Voilà. Donc voilà. Après, il y a bien évidemment une sorte de phase de pré-suivi qui est souvent liée à des concours tels qu'ils peuvent exister, typiquement un concours comme hier, un concours comme l'ADAM. C'est évident que des lauréats ou le prix LVMH, des lauréats ou des finalistes ou des sélectionnés dans ces concours sont des marques qui ont entre guillemets, vocation à rejoindre le calendrier à terme. Donc, c'est des marques avec qui on peut être en contact directement ou indirectement. D'accord. En tout cas, merci pour cette précision. Donc, toutes les marques, en tout cas, pour tous ceux qui écoutent, si vous voulez entrer et bénéficier en tout cas de l'aide de la fédération, il faudrait d'abord faire une demande au comité de la chambre syndicale de la mode masculine et féminine et ensuite, selon les disponibilités et selon
vos créations et vos capacités, en tout cas à être une très belle marque. On verra l'accompagnement qui vous conviendra. Vous l'avez dit lors d'une interview, je répète en tout cas, que la France demeure l'un des viviers les plus dynamiques du luxe. Est-ce que la France n'est pas le vivier le plus dynamique, en tout cas dans l'accueil des nouvelles générations, au vu des initiatives d'aide développées depuis des années, telles que le Festival d'hier, l'Andam, LVMH Prize? En tout cas, je pense que la France a énormément d'aide, en tout cas d'accompagnement pour les industries créatives, telles que la mode, l'art, le design. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la France le vivier le plus dynamique? Euh, Après, c'est toujours difficile de jeter des fleurs et de dire qu'on est plus dynamique ou quoi que ce soit. Je pense que le point qui est essentiel, c'est de continuer avec surtout une plateforme internationale. Et c'est la vraie différence par rapport à tous nos interlocuteurs, que ce soit la Grande-Bretagne, les États-Unis ou l'Italie, c'est que on est, voilà, la mode, elle est parisienne, le luxe, il est parisien, mais il n'est pas forcément français. Et c'est là où c'est une véritable différence, et c'est une différence de poids, parce qu'elle est vraiment au cœur de l'écosystème. Voilà, pour faire une comparaison, on est un peu la Silicon Valley de la mode ou du luxe, ou la City, comme pour le monde financier, la City de Londres est une sorte de cœur battant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la finance ailleurs qu'à Londres, mais en tout cas, c'est un des cœurs battants. Et là, je pense que effectivement, pour le luxe et la mode, c'est Paris qui est l'un de ces centres névralgiques, ce qui n'empêche pas d'accueillir justement au contraire, de ne pas être exclusif, c'est-à-dire de pouvoir recevoir des talents de partout, et c'est ça qui fait la force aussi de Paris, c'est d'être justement complètement ouverte sur le monde. Très bien. En tout cas, merci pour cette réponse. J'aimerais revenir en tout cas sur votre métier d'intervenant, en tout cas d'enseignant à Sciences Po. Depuis 16 ans, je pense que vous avez vu énormément de générations d'étudiants qui sont passés chez vous dans le luxe, dans la mode. Certains ont vécu la crise des subprimes, d'autres vivent aujourd'hui la Covid, pardon. Est-ce que vous pensez que leur vision a changé sur la mode, la création et le luxe aujourd'hui? En tout cas, de ce que vous voyez, de ce que vous avez vu. Je pense que il y a eu une évolution exceptionnelle on va dire, des génération après génération, dans le sens où aujourd'hui, vous avez des étudiants qui, d'une certaine façon, reflètent aussi un peu la nouvelle génération qui, bien évidemment, est attiré, respecte et a beaucoup d'affinités avec le monde du luxe et avec le monde des marques, mais qui, dans le même temps, est capable d'avoir un discours extrêmement lucide, voire parfois critique par rapport à l'industrie, et avec une vraie envie de faire et de contribuer justement à garder le meilleur, c'est-à-dire cette célébration du talent, cette célébration de l'intelligence, cette célébration de bousculer les choses, tout en la rendant plus conforme à leurs propres convictions. Mm. Alors qu'il y a 10 ou 15 ans, vous aviez des étudiants beaucoup plus fascinés par le luxe, avec un peu des étoiles dans les yeux, presque de façon voilà, naïve presque. Mais pas naïve de façon bête, de façon naïve justement par passion. C'était une véritable passion. Donc aujourd'hui, vous avez la passion et la raison
alors qu'à l'époque, on était peut-être plus uniquement dans la passion. Et vous qui êtes professeur, en tout cas de mode, de luxe, est-ce que vous croyez aujourd'hui à l'éducation, en tout cas créative, hein, dans son essence même, parce que pour être formé, en tout cas dans la mode et dans la création, il faut être présent en cours. Aujourd'hui, avec le Covid-19, très difficile d'assister. Euh, Est-ce que pour vous, l'expérience prime aujourd'hui pour se faire une place? C'est vraiment plus important d'avoir une formation, d'avoir un stage, d'avoir un CDD ou un CDI dans la mode, parce que c'est vraiment au cœur du terrain qu'on comprend vraiment l'industrie. Donc, est-ce que pour vous, la formation créative est vraiment importante? N'est-ce pas mieux, en tout cas, de faire une formation globale et d'apprendre, en tout cas, sur le tas, du point de vue business, hein, parce que du point de vue création, en tant que patronage, designer, il faut vraiment avoir un côté pratique, mais du point de vue business. Euh, une fois encore, je, je pense qu'il n'y a pas il y a jamais de recette miracle d'une certaine façon. L'essentiel, c'est de réussir à former et à transmettre plus que de la culture et plus que des connaissances, c'est plutôt de la curiosité. Euh, c'est de la curiosité, c'est d'apprendre à observer, à décrypter, mais sans forcément juger. On est dans une industrie, paradoxalement, où on passe son temps à juger, c'est bien ou c'est pas bien, ou ça me plaît ou ça me plaît pas, et où je pense, très souvent, il faut essayer de sortir de ce jeu pour essayer au contraire de comprendre les ressorts, et notamment le ressort des choses qui marchent et pourquoi elles marchent. Et assez souvent, il ne faut pas croire que c'est juste de la publicité qui fait marcher les choses. S'il y a s'il y a un succès, ça signifie qu'il y a une véritable résonance dans la société, et d'essayer de comprendre les raisons de ces résonances sont aussi passionnantes que de dire que la longueur du pantalon vous plaît ou vous plaît pas. Donc c'est véritablement ça, je pense, la chose la plus capitale, c'est effectivement de réussir à transmettre de la curiosité, bien évidemment de la méthode, mais dans le fond, toutes les connaissances, elles sont très éphémères parce qu'elles correspondent à un moment donné. Et le principe même de nos industries, c'est que ce qui s'est passé est passé et donc n'est plus pérenne. Ce qui est intéressant, c'est les dynamiques, c'est les mouvements, c'est les rouages qui ont mené à des succès ou des insuccès d'ailleurs, pour justement essayer de se projeter et de pouvoir être en capacité d'envisager et d'appréhender l'avenir. C'est toujours regarder vers l'avenir, en fait, en gros. Absolument. Absolument. On dit souvent aussi que la mode, c'est un cycle vertueux. C'est-à-dire que ce qui a été fait avant revient tout le temps. Ce qui a été fait avant, enfin, dans les années 90, il y a Mmh. certains qui reviennent. Vous, quel conseil donneriez-vous à un jeune étudiant, en tout cas, qui veut travailler dans la mode et dans l'industrie? Euh, je pense que c'est une industrie qui a besoin de culture, mais il faut toujours se méfier à ce elles ne deviennent pas caricaturales, entre guillemets. Voilà, on peut aimer les années 90, mais refaire des années 90, ça n'a plus forcément beaucoup de sens. Ça peut être effectivement, et j'aime bien citer parfois cette phrase de Jean-Louis Dumas, qui était le patron d'Hermès, qui avait l'habitude de dire: le passé, c'est ce qui empêche le futur d'être n'importe quoi. Et donc, c'est vraiment ça, c'est oui, il faut être baigné et être en mesure d'avoir cette culture de mode, mais aussi d'être capable de sortir de ça, qu'elle ne soit pas un carcan
pour au contraire, justement, avoir les yeux grands ouverts sur ce qui se passe aujourd'hui et sur ce qui se passe demain. Très belle réponse. Donc, regarder le passé, mais surtout comprendre en tout cas les rouages de toute la société pour anticiper l'avenir. C'est ce qu'un élève. D'essayer, oui. euh, En tout cas, c'est un peu l'impératif qu'on a, la essayer. mission qu'on a. Écoutez, en tout cas, merci. On approche en tout cas à la fin. J'ai deux, trois dernières questions à vous poser. Et puis, Allez-y. voilà. Mon émission s'appelle, enfin, le podcast s'appelle Jean-Jacques, qui vient de mon nom Jean et Jacques, donc du mot jacter. Avec quelle personne morte ou vivante aimeriez-vous jacter et de quoi? Oula, c'est une grande question. Avec qui j'aimerais. Alors, ça va être très bateau, mais c'est vrai que ces sorties sont tellement spirituelles qu'on aimerait certainement échanger avec Gabrielle Chanel. Ah oui. Hmm. Et de quoi aimeriez-vous parler avec Gabrielle Chanel? C'était une femme de conviction. Oula, de quoi parlerait-on? De ce qu'elle pense de l'élégance aujourd'hui. J'avais déjà donné un certain avis assez tranché sur la question auparavant, mais je pense que oui, elle aura un avis assez intéressant, en tout cas sur la vision qu'elle a. Et vous, c'est quoi votre vision de l'élégance aujourd'hui pour vous? Alors, Oula, je pense qu'une fois encore, c'est ne pas se conformer forcément aux règles, tout en étant dans une certaine authenticité vis-à-vis de ce que l'on est. d'accord. Donc, rester soi-même, euh, c'est ça. Le plus naturel possible et parfois le plus élégant, OK. Less is more. d'une certaine façon. Après, il y a certaines personnes qui sont très morts et qui ont besoin de mort, justement, et ça leur va très, très bien, justement. L'extravagance, voilà, c'est pas, mais ce n'est pas chercher l'extravagance pour l'extravagant. C'est-à-dire, si vous êtes extravagant, soyez extravagant. Et ça peut être très élégant dans ce cas-là. Sinon, c'est du déguisement. Clairement. Quel est l'un des plus beaux moments de votre carrière, en tout cas de ce que vous avez vécu toutes ces années? Oula, l'un des plus beaux moments de ma carrière. Euh, c'est franchement très difficile parce que j'ai eu la chance de faire plein de choses très différentes euh, avec des gens exceptionnels euh, qui m'ont à la fois soutenu mais aussi beaucoup demandé et c'est ça qui a été extraordinaire. Donc oui, il y a eu des moments on va dire, très émotionnel, mais il n'y a pas un moment uniquement précis qui soit, voilà, qui soit voilà, qui soit particulièrement plus fort l'un que l'autre. J'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires, de travailler avec des gens extraordinaires, donc c'est ça d'une certaine façon qui en tant que tel est, et, et, et magique d'une certaine façon. C'est presque l'ensemble, vous voyez. Du coup, pour, Presque avec les moments difficiles, parce qu'il y a des moments difficiles dont on se souvient après, avec quand même, qui sont difficiles sur le moment et qui après sont quand même des moments qui vous forgent. ouais. Bah, tout simplement, comme vous l'avez dit, vos plus beaux moments, c'était la rencontre humaine, tout simplement. Hum. Je pense que dans la mode, c'est vraiment ça aussi qui définit pourquoi on reste. C'est les personnes qu'on rencontre, c'est les événements, c'est les passages, en tout cas, de toutes ces personnes-là de nos vies professionnelles, humainement, qui chamboulent, qui apportent du positif, du négatif et qui nous forment, qui nous font avancer et puis qui nous font grandir tout simplement dans cette belle industrie qui est la création et la mode. Ouais. Est-ce
Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Une dernière phrase, un dernier mot, un dernier conseil? Euh, c'est toujours très difficile de donner des conseils, où il y a toujours un petit côté un petit peu bateau. Mais c'est vrai que voilà, on est dans un métier qui est très exigeant, et où, dans le fond, il faut le faire avec passion, ce qui induit une certaine forme de, je ne vais pas dire de naïveté, mais en tout cas une certaine forme de témérité. Mais il faut être aussi le plus authentique qui soit. Ça peut paraître assez paradoxal de dire ça pour une industrie à qui on reproche beaucoup d'être sur la superficialité. Mais justement, je pense que c'est quelque chose qui sur le long terme, en vaut la peine. Très bien. Dernière question, où est-ce qu'on Et vous... faire des compromis, mais sans se compromettre. Voilà. Ah, c'est-à-dire faire de Non, compromis. non, mais c'est-à-dire que voilà, dans un environnement professionnel, il y a toujours des compromis à faire, etc. Mais sans se compromettre, c'est-à-dire de faire tout ce que l'on fait, qu'on ait toujours du cœur à faire ce qu'on fait. Et de ne pas faire les choses juste par prestige, juste par envie d'avoir la lumière sur soi ou quoi que ce soit. Il faut le faire parce Il qu'on... y a des métiers qui peuvent conduire à avoir de la lumière, d'autres qui sont portés à ne pas en avoir. Mais voilà, il faut faire ses choix par rapport à soi et pas par rapport aux autres. D'accord. Très beau message. Où est-ce qu'on vous retrouve? Sur les réseaux sociaux ou Où est-ce qu'on me retrouve? Donc j'ai basiquement un compte Instagram et un profil sur LinkedIn. Donc voilà, je voilà. ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur Twitter, En tout j'ai cas, déjà beaucoup à gérer. beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas en tout cas à le suivre sur Instagram. Il y a de très belles images avec de très belles références. Je suis allé voir. Qui retracent un peu la mode visuellement de toutes les campagnes, toutes les belles images qu'on a pu le voir depuis des années. Et puis sur LinkedIn, si vous voulez en apprendre un peu de M. Carrera, de sa carrière, voilà, de tout simplement ça. Écoutez, merci beaucoup en tout cas de m'avoir donné cette chance de passer dans mon podcast. Merci à vous pour l'invitation, Voilà. en tout cas. Bonne soirée à vous et à très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums, vous a présenté Jean-Jacques Podcast, une production autour des coulisses de la mode présentée par Jean-Jacques Sacré, podcasteur et créatif publicitaire. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.